19h sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Nouveau carnage de l'armée sioniste sur la bande de Gaza. Au moins 9 Palestiniens sont tombés en martyrs et de nombreux blessés lors d'une série de frappes aériennes ce vendredi. Ziad Meddour, professeur des universités, sera en direct avec nous depuis la bande de Gaza. L'ouverture d'un consulat américain à l'Aïoun occupé, un mirage pour le Makhzen. Pour le Sénat américain, il est hors de question d'utiliser les fonds consacrés à des aides humanitaires pour construire ce consulat. Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés cet après-midi à Soutchi. L'Ukraine, l'énergie, mais aussi la situation en Syrie étaient au cœur des discussions. Et dans l'affaire de la basketteuse américaine Brittney Griner, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, annonce que la Russie est prête à discuter d'un éventuel échange de prisonniers. Et on entame cette édition par ce crime odieux perpétré par l'armée sioniste dans la bande de Gaza, où les forces aériennes de l'armée ont mené ce vendredi des frappes aériennes. Selon un bilan provisoire, au moins 9 Palestiniens, dont une fillette de 5 ans, sont tombés en martyrs et de nombreux blessés. Un membre du mouvement de la résistance du djihad islamique, Bilal Namr Abu Amsha, est tombé en martyr dans le nord de Gaza, tandis qu'un autre résistant a été blessé. Ces frappes ont eu lieu alors que les forces d'occupation ont ordonné mardi la fermeture des passages frontaliers avec la bande de Gaza, soumise à un blocus depuis 2007. Ces mesures arbitraires ont ralenti la livraison du diesel, généralement acheminé par camion, notamment depuis l'Égypte, nécessaire pour alimenter la centrale électrique de Gaza. Et justement, nous avons avec nous en direct de Gaza, professeur Ziad Meddour, professeur des universités à Gaza. Professeur, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Alors, que s'est-il réellement passé cet après-midi à Gaza? Il y a eu des meurtres, des blessés et surtout un silence de la communauté internationale. Écoutez, depuis 4 heures et jusqu'à maintenant, il est 21 heures à Gaza, il y a eu presque 35 raids israéliens de la part de l'aviation militaire israélienne partout dans la bande de Gaza, dans le sud, dans le centre et dans l'ouest de la ville de Gaza et de la bande de Gaza, avec un bilan provisoire jusqu'à 7h11 martyrs, dont une fille de 5 ans, une dame de 23 ans et un jeune de 16 ans, donc, et 65 blessés. L'armée de l'occupation sioniste, elle a visé les civils, les habitations civiles, les immeubles, donc un bilan provisoire. Et ça continue. L'heure où je vous parle, il y a des bombardements partout dans la bande de Gaza. Donc ça continue en toute impunité. L'armée sioniste profite du silence complice de la communauté internationale, profite donc de l'impunité totale, il continue ses agressions. Les raisons de cette nouvelle, ce nouveau type israélien, produit civil israélien, sont très connues. Et la résistance, notamment en Cisjordanie, une résistance acharnée et solidarité israélienne. Deuxième raison, c'est profiter des factions palestiniennes de Gaza qui est la. Il faut oublier que ces attaques sans plan de la part de l'armée sioniste de Gaza s'ajoutent aux fermetures de points de passage qui empêchent l'entrée de la marchandise, surtout des carburants, des fioles, pour la seule centrale employée. On n'a pas d'électricité à Gaza depuis 3 jours, on a 2 ou 3 heures d'électricité. Une situation militaire terrible, et avec cette nouvelle
l'action avec le nouveau Parlement, la bande de Gaza, donc c'est Professeur Medour. C'est bien un bloc israélien depuis 15 ans, donc il est en train de subir Professeur Medour, il y a eu aussi cet avertissement du mouvement de résistance palestinien Hamas qui met tout simplement en garde les appels sionistes appelant à prendre d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa ce samedi et dimanche. Écoutez, bien sûr, donc l'avantage de la résistance, donc la résistance qui est attaquée à Gaza en Cisjordanie, il y a une réaction immédiate par la résistance. C'est vrai, il y a une réaction permanente de la part des colons, des soldats israéliens, sur l'esplanade avec des provocations de la part des colons et des soldats. Il y a des attaques contre les forces de résistance palestiniennes en Cisjordanie, mais la il n'a pas son de la résistance. Très bien. Merci beaucoup, professeur Medour. Je rappelle que vous êtes professeur aux universités à Gaza. Vous étiez avec nous en direct de Gaza. Et dans le dossier des migrants subsahariens arrêtés le 23 juin dernier, soit la veille du drame migratoire de l'enclave de Melilla, le tribunal de première instance de Nador au Maroc a décidé de les condamner à 8 mois de prison ferme. Une condamnation dénoncée par l'association marocaine des droits humains qui a qualifié cette peine de très dure, injuste et injustifiable. Les détails avec Souhila Kilal. 14 migrants subsahariens arrêtés la veille du drame de Melilla ont été condamnés à 8 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Nador au Maroc. Ces migrants, en majorité des Soudanais, avaient été arrêtés le 23 juin dernier lors d'une opération de ratissage des autorités marocaines dans le massif de Gourougou, près de la frontière avec l'enclave espagnole de Melilla. Ils ont été poursuivis notamment pour appartenance à une bande criminelle d'immigration clandestine, outrage à des agents de la force publique pendant l'exercice de leurs fonctions et désobéissance. L'association marocaine des droits humains s'est indignée sur la peine prononcée à l'encontre de ces migrants. Elle a qualifié ce jugement de très dur, injuste et injustifiable. Elle est allée plus loin en accusant les autorités marocaines d'avoir falsifié des dossiers médicaux pour les agents de services de sécurité afin d'attester de leurs blessures. La MDH a par ailleurs espéré que la Cour d'appel allait innocenter les migrants et les rétablir dans leurs droits. Pour rappel, 33 autres migrants ont été arrêtés dans la même affaire et ont écopé le 19 juillet dernier de 11 mois de prison ferme, chacun pour entrée illégale au Maroc. Le 24 juin, au poste frontière de Melilla, au moins 23 migrants subsahariens ont été brutalement tués par la police marocaine qui tentait de les empêcher d'entrer dans l'enclave espagnole. Selon les organisations de défense des droits humains au Maroc et ailleurs, le nombre de victimes dépasse de loin les 23 morts annoncés par les autorités marocaines. Et le Maroc qui enchaîne les échecs diplomatiques, fruit de sa politique expansionniste et sa politique de colonisation dévastatrice et génocidaire envers le peuple sahraoui désarmé, soutenu dans son crime par l'ancienne administration de Donald Trump, qui avait imposé une seule condition pour continuer son soutien, celle de normaliser ses relations avec l'entité sioniste. Et comme cadeau, Trump promettait l'ouverture d'un consulat américain à l'Aïoun occupé. Mais rien d'officiel, puisqu'il s'agissait que d'un simple tweet d'un président qui avait perdu toute crédibilité et qui avait fini par perdre complètement son Twitter. Conséquence, le Sénat américain vient de désavouer complètement cette décision et interdire même d'utiliser les fonds consacrés à des aides humanitaires pour construire ce consulat qui est resté juste un rêve pour le Maroc. Le comité a demandé instamment au secrétaire d'État de promouvoir la mise en place d'un mécanisme de surveillance et faire des rapports sur les conditions des droits de l'homme au Sahara occidental. Et pour en parler, nous avons avec nous Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur Ayachi. Salam. Bonsoir. Alors, vous avez certainement entendu que le Sénat américain a dit non à la proposition de l'administration Donald Trump de construire un consulat américain à l'Aïoun. Le Sénat va encore plus loin en refusant que des fonds consacrés à des aides humanitaires soient utilisés à d'autres fins.
Ah oui, c'est de toute évidence une deuxième défaite diplomatique en l'espace d'une semaine, une défaite cuisante pour le Maroc et le Makhzen marocain, suite à l'interdiction qui a été prononcée par le Sénat américain de réorienter des fonds destinés à des aides humanitaires, cela pour la construction d'un consulat US à Dakhla, projet qui date effectivement de la présidence de Donald Trump. Mais c'est aussi une victoire politique pour le Front Polisario, car le Sénat américain a étudié la situation humanitaire au Sahara occidental, et donc il a clairement individualisé le territoire, séparé distinctement du Maroc. C'est une lecture qu'il faut faire au deuxième degré et qui a toute son importance en même temps que la décision d'interdire la réorientation des budgets alloués à des activités humanitaires. Monsieur Ayache, concernant l'Africom, qui est un commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom est en train d'explorer d'autres lieux autres que le Maroc pour organiser les manœuvres d'African Lion. On aimerait bien savoir votre analyse par rapport à cette décision. Mais c'est pour cela que j'ai parlé d'une deuxième défaite diplomatique en l'espace d'une semaine, parce que il y a une semaine à peine, le même Sénat américain a demandé et obtenu du ministère de la Défense américain la délocalisation des manœuvres militaires African Lion qui ont lieu annuellement au Maroc, que le Maroc utilise en faisant l'amalgame et la confusion comme une légitimation de sa présence au Sahara occidental, et par conséquent, il perd là un justificatif, si tant est qu'on peut l'appeler ainsi, de son occupation du Sahara occidental. Et vous avez raison tout à l'heure de souligner que quelque chose que les Sahraouis revendiquaient, que beaucoup de pays revendiquaient, que les militants pro-Sahraouis revendiquaient, c'est l'élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance au respect des droits de l'homme. Maintenant, c'est le Sénat américain qui demande au département d'État US, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères américain, de travailler au sein du Conseil de sécurité pour doter la MINURSO d'un tel mécanisme qui, bien entendu, va une fois de plus encore démasquer le Maroc dans ses violations quotidiennes des droits de l'homme contre les civils sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental. Très bien. Monsieur Saïd Ayache, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, merci pour cet éclairage. Au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a annoncé la signature jeudi à Bissau d'un accord de paix et de dépôt des armes entre son gouvernement et les rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC. Saluant cet accord sur son compte Twitter, le président Macky Sall s'est dit engagé envers la consolidation d'une paix durable dans cette région du sud du Sénégal et a remercié le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo pour sa médiation. Au Sénégal, toujours et après 4 jours de confusion, la Commission nationale de recensement des votes a finalement rendu son verdict. 82 sièges des 165 à pourvoir ont été remportés par le mouvement du président Macky Sall, sans pour autant obtenir la majorité absolue. Une première dans l'histoire du pays depuis son indépendance. Au Niger, les fortes précipitations qui touchent le Niger depuis le mois de juin ont fait 24 morts et plus de 50 000 sinistrés, ont indiqué les autorités de ce pays au climat habituellement très sec. Selon les chiffres des services de la protection civile, au moins 36 blessés ont également été dénombrés par ces services. Un précédent bilan officiel du 20 juillet faisait état de 15 morts et plus de 23 000 sinistrés. Au Kenya à présent, où le candidat à la présidence du pays, Raila Odinga, a tenu son dernier meeting dans le comté de Kisumu, dans l'ouest du pays. Connu pour être son fief avant les élections du 9 août prochain. Pour rappel, Raila Odinga participe à la 5e présidentielle depuis 1997.
Le travail d'unification du peuple kényan va se poursuivre et c'est pourquoi je dis aux personnes qui se présentent contre nous que Kenyatta est le président sortant du Kenya. Laissez-le tranquille, laissez-le partir et prendre sa retraite en paix. Si vous avez un problème, affrontez Raila Odinga et Martha Karua sans détour. Nous vous le disions en titre, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu ce vendredi à Sochi, en Russie, pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, le conflit en Ukraine, mais aussi d'autres dossiers comme le dossier syrien. Les détails avec Sofiane Baroudi. La rencontre de Sochi entre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, devra examiner plusieurs aspects au cœur des préoccupations des deux États. L'un des objectifs de ce sommet est l'approfondissement du partenariat économique et commercial entre Moscou et Ankara. Une relation dense unit les deux pays dans différents secteurs. L'énergie en est l'un des principaux. La société Russatom mène un projet de construction d'une centrale électronucléaire en Turquie pour un coût dépassant les 30 milliards de dollars. La Turquie est un important pourvoyeur de produits agricoles ainsi qu'une destination prisée par les touristes russes, mais également le deuxième client du gaz russe. Le Turkish Stream que nous avons achevé il y a quelque temps est désormais l'une des artères les plus importantes pour l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe. Contrairement à toutes les autres voies d'acheminement de nos hydrocarbures vers l'Europe, il fonctionne sans problème, à intervalles réguliers, sans aucune défaillance. Je ne fais pas seulement référence à l'approvisionnement de la Turquie, mais aussi à celui des consommateurs en Europe. Je pense donc que nos partenaires européens devraient être reconnaissants à la Turquie pour le fait qu'elle assure le transit ininterrompu de notre gaz vers le marché européen. Ankara a joué un rôle central en conduisant les négociations pour permettre l'exportation du blé depuis la mer Noire, région au cœur du conflit de haute intensité en Ukraine. D'ailleurs, la situation en Ukraine sera probablement au cœur des pourparlers, tout comme ses conséquences sur la nouvelle conjoncture internationale. Pour rappel, cette rencontre survient après celle de Téhéran, qui avait dernièrement réuni les deux chefs d'État à leur homologue iranien. À ce propos, la poursuite du processus d'Astana, avec pour objectif la résolution de la crise en Syrie, en menant à bien la lutte contre le terrorisme, sera probablement abordée par les deux chefs d'État. Le fait que nous discutions de l'évolution de la situation en Syrie apportera un répit à la région. Notre solidarité dans la lutte contre le terrorisme est importante. Je crois qu'elle sera renforcée par nos démarches et nos réunions. Il est important d'avoir cette réunion bilatérale aujourd'hui. Et il est très important en termes de démonstration du rôle que la Turquie et la Russie jouent dans la région. Aujourd'hui encore, bien sûr, les yeux du monde sont tournés vers Sochi. Les gens se demandent de quoi ont-ils discuté, qu'ont-ils fait. Les deux puissances devraient également discuter de la situation en Asie centrale, où Ankara et Moscou ont contribué à résorber la terrible guerre du Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans une région qui vit encore de sérieuses tensions. Enfin, l'escalade en Asie du Sud-Est s'invitera probablement au menu des discussions. Dans ce sillage, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a déclaré que Pékin était prêt à approfondir sa coopération stratégique avec la Russie. Et en parlant justement de la Russie, le Kremlin a annoncé aujourd'hui l'expulsion de 14 diplomates bulgares. Décision prise par Moscou en réponse à la décision de la partie bulgare de déclarer persona non grata 70 employés des institutions à l'étranger. La diplomatie russe a indiqué que cette mesure est également une réponse à la fermeture temporaire du consulat russe à la ville bulgare de Roussé. Concernant l'affaire de la ressortissante américaine, la basketteuse professionnelle Brittney Griner, détenue en Russie pour trafic de drogue, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé que Moscou était prêt à discuter avec Washington d'un échange de prisonniers. Selon plusieurs sources américaines, Moscou aurait demandé d'échanger Victor Bout, un citoyen russe détenu aux États-Unis pour trafic d'armes, contre 2 ressortissants américains, Brittney Griner et Paul Whelan. Есть
Nous sommes prêts à discuter de ce sujet, mais seulement dans le cadre du canal de communication qui a été convenu par les présidents Poutine et Biden. Il y a un canal spécial qui est convenu par les présidents. Et malgré certaines déclarations publiques, ce canal conserve toute son actualité. Si les Américains décident encore de se lancer dans une diplomatie publique et de faire des déclarations retentissantes sur ce qu'ils vont faire maintenant, c'est leur affaire et même leur problème. Les Américains n'arrivent pas à travailler calmement et de façon professionnelle, non seulement sur ce sujet, mais sur beaucoup d'autres. Et 3 nouveaux chargements de céréales ont quitté l'Ukraine en convoi vendredi matin, entamant une série de rotations régulières pour ravitailler les marchés agricoles suite à l'accord international signé au mois de juillet entre l'Ukraine, la Russie et la Turquie sous l'égide des Nations Unies. Selon le ministère turc de la Défense, ces 3 bâtiments chargés de maïs desserviront l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie. Le média d'État chinois a publié des images montrant des exercices militaires à balles réelles de Pékin autour de Taïwan. Au cours des exercices militaires qui se déroulent depuis jeudi, la Chine a tiré des missiles balistiques et déployé des avions de chasse et des navires de guerre autour de Taïwan en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. Et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a justement qualifié les exercices militaires à tir réel menés par la Chine autour de l'île comme menace militaire continue et délibérément accrue. Le lancement dangereux de missiles dans certains des couloirs de transport les plus fréquentés au monde est irresponsable tant pour Taïwan que pour l'ensemble de la communauté internationale. Je vous invite d'écouter la présidente taïwanaise. Aujourd'hui, la Chine a lancé des exercices militaires à tir réel dans des zones autour de Taïwan. Ce type de menace militaire continue et délibérément accrue, notamment le lancement dangereux de missiles dans certains des couloirs de transport les plus fréquentés au monde est irresponsable, tant que pour Taïwan que pour l'ensemble de la communauté internationale. Partie prenante de ce foyer de tension, les États-Unis qui déclarent ne pas permettre à la Chine d'isoler Taïwan. Déclaration faite ce matin par la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi lors d'une conférence de presse à Tokyo. Ils peuvent essayer d'empêcher Taïwan de se rendre ou de participer à des événements dans d'autres endroits, mais ils n'isoleront pas Taïwan en nous empêchant de nous y rendre. Nous avons eu des visites de haut niveau des sénateurs au printemps, la manière bipartisane des visites continuent et nous ne laisserons pas isoler Taïwan. Ils ne font pas notre programme de voyage. Le gouvernement chinois ne fait pas cela. Notre amitié avec Taïwan est forte, elle est bipartisane à la Chambre et au Sénat. Un soutien écrasant pour la paix, le statu quo à Taïwan. Retour au Moyen-Orient, le blocage politique continue en Irak dans une dernière déclaration du président du Parlement irakien, Mohamed Al-Halboussi, qui a fait part ce vendredi de son soutien à l'appel du leader chiite Muqtada Sadr à des élections anticipées. Al-Halboussi a déclaré, je cite, que la Chambre des représentants est le représentant du peuple. Ces masses qui se sont mobilisées en font partie et la volonté de tenir des élections anticipées exprimée par Muqtada Sadr ne peut en aucun cas être négligée. Pour rappel, Muqtada Sadr a appelé à la dissolution du Parlement et à la tenue des élections anticipées sur fond d'impasse politique vieille de 9 mois qui a empêché la formation d'un gouvernement depuis les élections du 10 octobre 2021. Les autorités yéménites ont annoncé la reprise des vols à l'aéroport international d'Attaque dans le gouvernorat de Chabwa après une interruption de 7 ans due au conflit. Selon l'agence de presse officielle Saba, les vols de l'aviation civile ont repris depuis et vers l'aéroport international et qu'un vol d'une organisation belge est arrivé de Aden.
Un mot d'économie avant de clore cette édition. La Banque centrale indienne relève ses taux d'intérêt pour la 3e fois en 4 mois, augmentant ainsi son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 5,40%, alors que la 3e économie d'Asie est confrontée à un déficit commercial croissant et à un affaiblissement de sa monnaie. L'économie indienne a naturellement été impactée par la situation économique mondiale. Nous avons été aux prises avec une inflation élevée. Les marchés financiers ont continué de s'inquiéter malgré des ajustements intermédiaires. Nous avons été témoins d'importantes sorties de portefeuille pour un montant de 13,3 milliards de dollars. Je répète, 13,3 milliards de dollars au cours de l'exercice financier actuel, depuis le 1er avril jusqu'au 3 août. Dans ce contexte, le comité politique monétaire s'est réuni du 3 au 5 août et a examiné la situation macroéconomique et ses perspectives. Le comité a donc décidé à l'unanimité de relever le taux directeur de 50 points de base pour le porter à 5,4% avec effet immédiat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le bulletin météo. Et pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Il vous suffit juste de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Bonsoir à tous.